Bienvenue dans le cadre de votre émission La Voix de l'Environnement. La Voix de l'Environnement reçoit ce jour face à Raoul Madame Indo Oumaro Ibrahim. Elle est la présidente des femmes Peul et des peuples autochtones du Tchad, présidente du Forum international des peuples autochtones sur le changement climatique, et nous rappelons également qu'elle est l'ambassadrice des ODD auprès des Nations Unies. Alors, Indo, bonjour. Bonjour. Ben alors, cela fait pratiquement plus d'une dizaine d'années de combat dans la défense de la cause autochtone. Au niveau du Tchad, quelles sont les motivations de votre combat? Merci de m'avoir reçu. Alors du coup, au Tchad, la question autochtone, elle est quand même bien comprise et puis bien prise en compte, parce que à travers mon organisation qui s'appelle l'Association des femmes Peul et peuples autochtones du Tchad, nous organisons plusieurs activités dans différentes régions où se trouvent les communautés Peul Mbororo, nomades et semi-nomades. Donc nous avons des activités concrètes sur la protection de la terre, les droits humains, les droits des peuples autochtones, sur la restauration des écosystèmes, sur les savoirs et connaissances traditionnelles des communautés, sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Et nous avons aussi les activités génératrices de revenus sur plusieurs activités locaux dont les femmes transforment dans l'agriculture ou les matériels agricoles au niveau de communauté. Et en même temps, nous travaillons aussi avec différents ministères pour l'intégration des peuples autochtones dans les savoirs et les droits dans les législations au niveau national. Par exemple, notre dernier document de l'adaptation nationale qui est présenté au niveau de la CNUC, qui est le secrétariat du changement climatique, nous avons la mention des peuples autochtones et des savoirs des peuples autochtones. Et c'est comme ça aussi qu'on travaille avec les ministères de l'élevage, les ministères de l'environnement. Et la dernière activité qui était vraiment géniale, c'était la conférence bi-régionale Afrique et Asie, qui a réuni les peuples autochtones de l'Afrique et de l'Asie, ainsi que le secrétariat de la CNUC et le gouvernement tchadien, où on a organisé une conférence sur les sauvegardes et les discussions sur les savoirs traditionnels des peuples autochtones. Alors, on essaye de faire de notre mieux. Oui, mais la question qu'on voudrait vous poser, c'est qui sont les autochtones et qui ne le sont pas? La question autochtone se trouve dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui a été adoptée le 13 septembre depuis 2007. Et cette déclaration mentionne l'autochtonie, et surtout quand on parle de l'Afrique, de l'Asie. Et on a aussi en Afrique les rapports de la Commission d'experts des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine qui a défini qui est autochtone avec 5 critères, dont les communautés qui sont marginalisées par rapport à d'autres groupes dominants, les communautés qui sont discriminées par rapport à d'autres groupes dominants, les communautés qui ont les droits à la terre et qui travaillent, qui dépendent de la terre et qui ont la culture et les connaissances liées à cette terre. Et il faut d'abord l'auto-identification. Je ne peux pas dire que telle communauté est autochtone, telle ne l'est pas. Donc c'est à la communauté de s'auto-identifier et de rejoindre le mouvement des autochtones et auprès des Nations Unies pour coacher les cases de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Dans le cas de l'Afrique, on a le Peul Mbororo, qui sont transfrontaliers vivant au Tchad, Cameroun, Niger, Nigeria et la République centrafricaine, et maintenant un peu plus vu les changements climatiques. On a tous les groupes de pygmées dont on appelle, mais dans ces groupes, il y a les Bamboutis, les Batois, les Toua, tout ça. Et en Afrique du Nord, on a les groupes de Berbères, dont il y a les Amazirs qui sont là-bas. Et on a aussi en Afrique de l'Ouest les Touaregs
Et on a en Afrique australe les Khoikhoi et les Khoisan. Donc ce sont ces communautés-là qui sont les peuples autochtones de l'Afrique. Oui, mais quand on revient sur votre combat au niveau local, quand le peuple pour lequel vous militez vous demande, mais le combat sur lequel vous fondez pour défendre leur cause, leur rapporter quoi concrètement? Alors, c'est ce que j'avais dit dans la première question. Le combat leur rapporte la reconnaissance d'abord de leurs droits, de leurs terres et territoires, l'intégration dans la prise de décision. Donc, c'est de ça dont on parle et c'est les revendications des communautés elles-mêmes dont on est en train de porter. On ne peut pas être d'une communauté autochtone et ne pas parler des changements climatiques qui impactent nos terres, nos territoires, nos ressources naturelles. Et on ne peut pas être là sans parler de la perte de biodiversité. Et on n'est pas seulement des victimes, mais on est aussi des solutions. Donc, c'est qu'est-ce que le monde apporte aux autochtones pour les protéger, pour reconnaître leur savoir, pour intégrer les autochtones dans les prises de décision, mais de reconnaître aussi qu'est-ce que les autochtones apportent au monde entier par rapport à nos savoirs et connaissances traditionnelles dont on protège les écosystèmes qui permettent de faire la durabilité dans l'alimentation et dans la protection de toute la planète. Oui, mais il est très évident de se rendre compte que dans le cadre de l'implémentation des politiques dans les pays, que ce soit le cas du Tchad ou bien d'Afrique centrale, elles sont beaucoup plus très souvent globalisantes. La marginalisation viendrait d'où? Les politiques sont toujours globales. C'est pour cette raison qu'on a les politiques spécifiques qui doivent être adressées seulement aux peuples autochtones qui sont les plus marginalisés. Les modes de vie des peuples autochtones est différent. Les communautés vivent d'une manière attachée à la terre. Par exemple, si on prend ma communauté qui est nomade et semi-nomade, donc les nomades se déplacent d'un endroit à un autre, toujours à la recherche de l'eau et du pâturage. Donc ils ne sont pas fixés sur place. Les semi-nomades se trouvent plus souvent dans les endroits les plus reculés. Et or, les politiques du développement, si on parle de la santé, de l'éducation, du développement, même l'accès au marché, sont dessinées seulement pour les communautés majoritaires qui se trouvent dans des endroits fixes et accessibles. Donc, c'est pour ces raisons-là que les États doivent prendre en compte toutes les autres communautés qui ne sont pas dans les sphères où ils répondent avec leurs politiques et de faire les politiques plus spécifiques et adaptées au mode de vie de ces communautés autochtones. Pourquoi? Parce que les communautés autochtones, bien qu'on est minoritaires, bien qu'on est dans des zones non accessibles, on protège plus l'environnement que ceux qui sont majoritaires. On met la nourriture sur la table pour eux. Et donc, on ne va pas changer notre mode de vie pour être comme les autres parce que sinon, on va détruire tout l'environnement. Et vu l'importance de la biodiversité des écosystèmes pour nous, on ne peut pas se permettre de ne pas faire de politiques spécifiques qui protègent les autochtones. Bien, vous êtes justement présidente du Forum international des peuples autochtones, mais il y a une question également en rapport avec cette intervention sur le caractère nomade des peuples appelés, dites aujourd'hui, autochtones. Mais la sédentarisation n'est-elle pas un facteur déterminant pour identifier les autochtones dans un milieu bien précis en fonction de la longévité menée dans un territoire? Alors, ça, c'est une question qui est complètement en dehors de la protection de la planète et des peuples. Pourquoi les gens sont nomades? Si on a des vaches, on se déplace d'un endroit à un autre, les bousses des vaches permettent de fertiliser la terre. Et une fois que les communautés font les grands tours pour revenir, si la saison des pluies revient, ça veut dire que les bousses des vaches ont eu des insectes dedans, qui les ont transformés et qui mettent la substance dans la terre. Et ça permet de fertiliser la terre d'une manière naturelle. Et la saison des pluies revient, on a les
écosystèmes qui deviennent verts. Donc, on protège cet environnement fragile vis-à-vis des impacts du changement climatique et de l'impact humain. Si on sédentarise ces communautés, qu'est-ce qui va se passer? Les bétails n'auront pas assez à manger. Les bousses des vaches qui vont s'accumuler dans un seul endroit vont créer les gaz à effet de serre. Parce qu'ils n'auront pas le temps de se transformer pour pénétrer le sol, mais ils vont pourrir pour dégager les gaz, et c'est ces gaz-là qui contribuent encore au réchauffement climatique de plus. Quand on parle de l'élevage intensif et de l'élevage nomade, c'est ça les deux différences. L'élevage nomade, il produit la viande et le lait neutre en carbone et positif pour l'environnement. Mais l'élevage intensif, il contribue au changement climatique. C'est ça qu'on est en train de démontrer dans les pays développés et dans les pays en voie de développement comme le Brésil. Parce qu'ils prennent un petit espace, ils mettent tous les bétails, ils cultivent la terre pour nourrir ces bétails et ils produisent de la viande qui rend les gens malades, mais ces vaches aussi produisent plus de gaz à effet de serre. Donc aussi les scientifiques prennent tous les aspects sur l'exploitation du pétrole, les transports, le logement, ils ajoutent aussi la production animale. Mais or, si on est chez nous, en Afrique centrale, dans le Sahel, et on parle de l'élevage, il y a des études et scientifiques et traditionnelles qui démontrent que le fait que les communautés sont nomades, on participe à la protection de l'environnement, restauration des terres et restauration même de la sécurité alimentaire. Parce qu'on ne mange pas la nourriture qui est mauvaise, mais on mange la nourriture qui est saine, parce que ce n'est pas cultiver des OGM pour nourrir les bétails, mais les bétails mangent du pâturage. Et ces bétails, ils contribuent à fertiliser la terre. Donc, ce n'est pas une option de sédentariser les gens par ambition politique. Si la politique veut bénéficier des autochtones et surtout des nomades, c'est d'investir dans les couloirs de transhumance pour les réouvrir, dans les zones de stationnement, dans l'eau pastorale et dans la vie en harmonie entre les cultivateurs, l'éleveur et les pêcheurs pour le partage des ressources naturelles. Et nous, on est en train de le faire dans mon organisation. On fait la cartographie participative à 2 dimensions ou à 3 dimensions, où toutes les communautés viennent ensemble. Elles décident de leur territoire. Elles mettent tous leurs savoirs traditionnels et elles gèrent et partagent durablement les ressources naturelles. Et c'est à ça que le gouvernement doit investir, faire des politiques et permettre aux gens de vivre en harmonie entre eux et à développer l'économie d'un pays. L'élevage contribue à peu près 40% de l'économie du Sahel. Si on prend le Tchad, c'est presque 20% de notre PIB. Et c'est pareil si on parle du Cameroun, on parle des autres pays, toujours l'élevage contribue à l'économie nationale et à l'économie locale. Donc si on veut cette économie, on doit investir pour maintenir le mode de vie qui est respectueux de l'environnement et respectueux des modes de vie de ces communautés. Oui, mais cela me permet justement d'embrayer sur les questions liées à l'adaptation. Comment dans le cadre de cette approche de peuple nomade, on parvient à mesurer les effets de changement climatique quand on sait qu'elle se déplace en fonction justement à la recherche d'un environnement meilleur? Alors, mais c'est ça les stratégies d'adaptation. Parce que quand on parle, qu'est-ce qui différencie le développement et l'adaptation? Ça a été un grand débat au niveau international, surtout pour les gens qui donnent l'argent pour l'adaptation. Ils disent la plupart du temps, les États viennent avec des plans qui ressemblent plus au plan de développement qu'au plan d'adaptation. Alors, or, si on prend la vie d'un nomade et on sait comment s'adapter parce qu'on lit la nature, en observant tous les plantes, les animaux, les insectes, tout ce qui vit avec nous, on peut prédire l'année prochaine si on aura beaucoup de l'eau pour faire l'inondation ou bien l'eau normale pour permettre aux écosystèmes de se régénérer ou bien pas assez pour faire la sécheresse. Et c'est par rapport à ça qu'un nomade décide de sa vie pour se déplacer.
Et c'est comme ça qu'on a le couloir de transhumance aussi, et on connaît tous les facteurs qui sont là pour s'arrêter. Et les animaux nous guident aussi. Donc, si un nomade marche, il n'est pas devant et ses bétails sont derrière. Les bétails marchent devant et il les suit. Ils savent exactement parce qu'ils font partie de la nature comme nous. Ils communiquent avec la nature. Ils s'arrêtent parce qu'ils savent qu'ils vont trouver de l'eau à côté, du pâturage à côté. Et s'ils veulent partir, eh ben, les bétails, ils ne vont pas rester sur place. Ils vont vouloir bouger. Donc, tu es obligé de les suivre pour bouger avec eux. Et c'est ça la vie en harmonie et c'est ça les stratégies d'adaptation dues à la nature même qui le crée. Donc, c'est de ça aussi qu'il faut s'inspirer d'ailleurs. Et quelle approche évaluative vous faites aujourd'hui justement de la prise en compte de la problématique autochtone au niveau des législations, au niveau des pays africains? Alors, je vais dire félicitations à la RDC parce qu'il y a des jours qu'ils ont célébré la mise en œuvre de la loi sur les droits des peuples autochtones avec tous les autochtones du Congo RDC. Alors du coup, il y a des États qui ont compris et qui créent des lois pour protéger ces communautés, mais pour aussi permettre à ces communautés d'être des décideurs, des leaders de leurs terres, territoires et ressources naturelles. Parce qu'on est quand même les gardiens de ces écosystèmes. Si tu prends un éleveur, il ne coupe pas l'arbre des racines. Il lègue l'arbre et il permet l'arbre de se régénérer parce qu'il sait quelle branche il faut couper à quelle saison. On ne lègue pas à toutes les saisons. Et si tu prends un autochtone de Mbaka, par exemple, du Cameroun, il sait exactement quel genre de feuilles et d'arbres dont il va prendre pour construire sa maison et par où il faut passer pour retrouver la route de sa chasse. Alors, c'est de ça qu'il faut s'inspirer sur les lois au niveau régional et au niveau aussi national. Au niveau régional, on a la COMIFAC qui a les REPALEA, qui est le réseau des peuples autochtones et des communautés locales qui travaillent en étroite collaboration. Mais on a aussi la CAC qui a permis de créer même une institution de savoir et de connaissances des peuples autochtones qui est basée au Congo-Brazzaville. Et Congo-Brazzaville aussi a fait une loi sur les peuples autochtones. Mais les autres pays de l'Afrique centrale, ils ont avancé sur la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones, sur l'intégration des autochtones dans certaines décisions publiques, comme au Tchad, oui, nous, on a les rôles comme ambassadeurs au niveau de la présidence sur l'environnement, les changements climatiques, mais on a aussi au Cameroun dans les ministères de l'action sociale. Donc, il y a les États qui sont en train de se construire. Mais moi, je dirais à nos États, c'est d'accélérer l'intégration de ces lois pour que les autochtones puissent se sentir aussi protégés et partager leur savoir et aider à mettre en œuvre les systèmes économiques, sociaux, environnementaux dans nos pays qui pourront être bénéfiques pour le développement de toute la population. On reconnaît justement cette communauté vulnérable ou les communautés autochtones un certain nombre de connaissances assez poussées dans le cadre de la pharmacopée indigène et ainsi que dans le cadre justement, vous l'avez cité tantôt, de la conservation. Mais aujourd'hui, sur le plan international et en qualité d'ambassadrice, alors quel est le plaidoyer que vous portez pour justement parvenir à soutenir le rapport de prise en compte, je dirais même au niveau scientifique, de la valorisation de ces connaissances? Déjà, on ne dit pas indigène en français parce que c'est péjoratif. C'est pour ça qu'on dit autochtone. Et du coup, la prise en compte des savoirs et connaissances traditionnelles des peuples autochtones, pas seulement sur les connaissances médicinales, mais aussi sur les connaissances environnementales, sur l'adaptation au changement climatique, sur la prédiction de l'environnement, dont les informations météorologiques, sur l'agriculture durable, sur la chasse durable. Alors, tout ça, ces savoirs traditionnels ont eu leur place. Si on prend l'accord de Paris sur les changements climatiques,
on a l'article 7.5, qui est l'article opérationnel de l'accord de Paris qui reconnaît les connaissances et savoirs traditionnels des peuples autochtones comme vecteurs d'accélération de la lutte contre le changement climatique, dont l'adaptation et l'atténuation. On a la décision 135 de cet accord qui a permis la création d'une plateforme d'échange de ces savoirs traditionnels entre les États pour la prise en compte des politiques au niveau international et national, pour l'échange d'expériences et de connaissances et de bonnes pratiques, y compris les savoirs scientifiques, mais aussi pour les solutions climatiques. Donc, ces trois piliers sont dans la plateforme des savoirs et connaissances traditionnelles. Et en même temps, la plateforme a fait créer un comité qui s'appelle les groupes de facilitateurs, qui a 7 représentants des peuples autochtones de 7 régions socioculturelles, dont l'Afrique, mais aussi 7 représentants des États, dont à part égale, les décisions se prennent entre les États membres dans le monde entier et les peuples autochtones par rapport à nos savoirs traditionnels. On dit qu'on ne peut pas parler de nous, de nos savoirs et sans nous. Donc, on doit avoir les mêmes droits. Et en même temps, sur la Convention de la diversité biologique, les savoirs traditionnels ont pris la place dans l'article 8G, qui reconnaît ces savoirs traditionnels, qui permet aussi à faire durer les gestions des écosystèmes dans le monde entier. Il y a eu des démonstrations scientifiques que ces savoirs traditionnels ont permis que les terres des autochtones sont les mieux protégées que des aires protégées de l'État où on met des gardes forestiers avec des armes. Et alors du coup, cette reconnaissance au niveau international doit être un privilège au niveau national pour que les États puissent en bénéficier, valoriser ces savoirs et connaissances traditionnelles. Et maintenant, plusieurs organisations et États qui sont des partenaires financiers, ils ne financent pas des projets de changement climatique ou de protection de l'environnement si cela ne prenne pas en compte les peuples autochtones, si cela ne respecte pas les droits des peuples autochtones et si cela ne valorise pas les savoirs traditionnels des peuples autochtones. C'est comme ça qu'on a eu à la COP26 les 1,7 milliard dédiés aux peuples autochtones pour la protection de l'environnement. Et en même temps, nous, on a fait des principes et des lignes directrices pour c'est quoi l'accès direct au financement pour les autochtones. Donc, pour que ces financements viennent dans un pays, ils doivent respecter les droits des peuples autochtones. Et en même temps, si on prend aussi les Green Climate Fund, les fonds verts climat, il y a les politiques des peuples autochtones. Si l'État présente un projet, le groupe de conseil des peuples autochtones va analyser ces projets. S'il respecte les peuples autochtones, s'il prend en compte les peuples autochtones, avant que ces projets soient passés et financés par les fonds verts. Donc, il y a des avancées dans ça. Et pour sortir, en termes de politique de mutualisation, d'échange d'expériences, puisque chaque peuple a une spécificité au niveau planétaire. Alors, comment se mène aujourd'hui le dialogue avec les différentes communautés régionales de par le monde sur la problématique autochtone? Alors, les peuples autochtones sont sur cette région socio-culturelle qui est reconnue par la résolution de l'ONU. On a l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Amérique du Nord, l'Arctique, le Pacifique, l'Europe de l'Est et la Russie. Donc, ces 7 régions socio-culturelles, ils ne sont pas comme les 5 régions de l'ONU. Et c'est par rapport à ces 7 régions qu'on a aussi les mécanismes au niveau onusien, comme le Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones, qui se réunit à New York tous les ans, et avec les États et les représentants des autochtones. Et on a aussi les mécanismes d'experts des peuples autochtones qui se réunissent à Genève tous les ans et qui parlent des thématiques sur les différentes expertises, comme l'éducation, la santé, l'environnement, la discrimination, ainsi de suite. Mais on a aussi un rapporteur spécial sur le droit des peuples autochtones. Donc, ces 3 instances de l'ONU permettent les autochtones de toutes les différentes régions de se réunir,
de discuter de nos sujets. Et en parallèle, on a les différents forums, comme le Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques, où je suis coprésidente. On a aussi le Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité qui se réunit ici. Alors, à travers ces forums, on a la représentation de toutes les régions et on a la plupart du temps les mêmes demandes globaux. Et bien sûr, on a les spécificités au niveau de chaque région, mais on a la plupart des demandes pareilles au niveau international, dont les droits, les savoirs, dont l'accès au financement, la participation, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on prend toutes nos décisions. Et pour conclure, vous êtes ambassadrice des Nations Unies dans le cadre des ODD. Et alors, en un mot, c'est quoi justement le combat de la cause autochtone dans les ODD? Alors, les objectifs du développement durable qui ont leur objectif de finaliser un monde meilleur d'ici 2030, où je suis ambassadrice avec 17 autres personnalités dans le monde nommé par le secrétaire général. Nous, on a 6 références des peuples autochtones là-dedans. Dans ces 6 références, on contribue, on participe à tous les ans sur les réunions des objectifs du développement durable pour contribuer à l'éducation durable des autochtones, la santé durable des autochtones, la protection des terres, des océans, changement climatique, ainsi que l'objectif sur les genres, sur la durabilité, l'inclusion, mais aussi les partenariats qui est l'objectif 17. Et cette année, il y aura déjà une réunion en janvier sur comment on va mobiliser les différents partenaires pour la mise en œuvre de ces 17 objectifs du développement durable. Donc, on a notre place et on contribue. Merci, Madame l'ambassadrice. Je rappelle que vous êtes la présidente des femmes des peuples autochtones du Tchad et également la présidente du Forum international des peuples autochtones et ambassadrice des ODD. C'était un plaisir de vous avoir eu dans le cadre de cette émission La Voix de l'environnement. Merci beaucoup. À bientôt.